Alors aujourd'hui, on va parler de suivi avancé des conversions Google Ads pour les prospects. Et on va étudier cette question, cette fonctionnalité spécifique, sous l'angle RGPD, LPD pour la Suisse, et sous l'angle du consentement. Quels sont les consentements spécifiques que vous allez devoir obtenir pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité qui permet de faire un meilleur matching au niveau des conversions et notamment qui va être très utile dans le contexte où on va vouloir faire de l'envoi de conversions hors ligne depuis un CRM. Alors, tout commence par une demande de la communauté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est un organisme de formation agréé, on est un organisme de formation qui peut faire financer des formations par les OPCO, ce qu'on appelle Calliope, ou aussi au CPF. Et aujourd'hui, vous avez plus d'une centaine d'heures de formation sur la partie Tracking Analytics. Donc là, vous avez le cursus complet de tout ce qu'on propose sur la partie Google Analytics. Sur la partie Google Ads, c'est pareil, il y a tout un tas de formations aussi qui vous permettent ici d'avoir des formations de premier niveau si vous êtes un annonceur directement et que vous voulez savoir comment gérer vos campagnes, comment les optimiser sur un premier niveau. Et après, il y a toutes les formations qui vont être beaucoup plus avancées, qui vont être plutôt destinées aux consultants, aux personnes qui souhaitent faire une reconversion ou se perfectionner, qui travaillent déjà dans ce domaine-là, mais qui voudraient monter 2-3 niveaux en termes de professionnalisme, avoir vraiment des méthodes de travail qui vont optimiser leur productivité, la qualité de leur travail et les aider à mieux gérer leur activité. On a des formations aussi sur comment se lancer en freelance quand on veut faire ce métier-là, comment se vendre, comment trouver des clients, etc., etc. Et puis on a aussi des cursus sur la partie Google Tag Manager qui se complètent avec les cursus Google Analytics 4. Et l'ensemble de tout ça fait aujourd'hui plus d'une centaine d'heures de formation pour passer de zéro à professionnel si c'est ce que vous recherchez. Et en tout cas, entre les deux, ce qui a de sûr monter en compétence si vous devez gérer le marketing pour votre entreprise par exemple. Donc voilà ce qu'on propose aujourd'hui au niveau des formations. Et puis, en marge de ces formations, on a du support au quotidien, on a des échanges au quotidien avec les élèves de nos formations et on répond à toutes leurs questions en support de la formation, d'une part, et puis en support de leur activité, de leur quotidien aussi. Et puis, la question qui est tombée récemment, très intéressante, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse une vidéo parce qu'il y a un vrai sujet. Donc, en l'occurrence, la question est liée au consentement dont on va avoir besoin quand on veut faire du suivi avancé des conversions. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des consentements supplémentaires par rapport au fait de donner une acceptation pour les cookies? Est-ce que dans le cas du consent mode, on va devoir cumuler plusieurs consentements? Comment gérer plusieurs conditions, etc. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire un point complet sur cette question, qui est une vraie question et sur laquelle il y a très peu de réponses. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir vous amener des éléments fiables pour pouvoir savoir ce que vous devez faire exactement en termes de consentement par rapport aux réglementations dès lors que vous voulez utiliser cette fonctionnalité de suivi avancé des conversions pour les prospects. Donc déjà, pourquoi c'est une question qui est importante ? Il faut comprendre qu'à l'heure du RGPD européen ou de la LPD suisse, aujourd'hui, ces réglementations, elles vont toutes plus ou moins dans la même direction. C'est aussi quelque chose qui est pertinent dans le sens où les plateformes publicitaires se dirigent toujours plus vers de la collecte de données first party pour mesurer la réussite et on s'éloigne de plus en plus des cookies qui sont effectivement trop fragiles. Et puis c'est encore une fois très pertinent parce qu'aujourd'hui on est dans une époque où la qualité des signaux de conversion elle est primordiale pour Google Ads mais de manière générale pour toutes les plateformes publicitaires. Le signal de succès que vous donnez à vos campagnes va déterminer pour beaucoup et de plus en plus la performance que vous pouvez obtenir sur vos campagnes. Donc du coup, dans un contexte où la qualité des signaux est extrêmement important et où le pilotage des campagnes au retour sur investissement réel, c'est la meilleure manière de faire, du coup, effectivement, dans ce contexte-là, à travers les réglementations, à travers les données first party, à travers les impératifs de performance des campagnes, cette question est centrale parce qu'on a besoin absolument de cette fonctionnalité de suivi avancé des prospects puisque les cookies sont de plus en plus fragiles, donc on va devoir passer de plus en plus sur des données first party, mais on est aussi dans un cadre réglementaire, et du coup, à travers ce cadre réglementaire, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, et une fois qu'on l'utilise, pouvoir en profiter, d'avoir des signaux de conversion qui vont être de qualité nettement supérieure. En effet, un prospect, c'est un signal de conversion qui est intéressant, mais le fait qu'un prospect soit devenu client, c'est un signal de conversion qui est nettement meilleur. Et puis, une fois que le prospect est devenu client,
il y a un chiffre d'affaires qui va lui être attribué, puisque un client amène un chiffre d'affaires, et donc on peut remonter dans la plateforme le chiffre d'affaires en plus de l'information qu'un prospect est devenu client, ce qui nous permet de piloter les campagnes au ROI réel, et c'est clairement aujourd'hui la meilleure manière de faire dans un contexte de génération de prospects. Du coup, je vous fais un point complet que j'ai réalisé en duo avec Caroline, donc un point complet à la croisée des chemins entre la connaissance du métier, la technique et le légal, un point pour lequel j'ai naturellement demandé de l'aide à Caroline Lambert, spécialiste RGPD et DPO. Je vous mettrai son lien LinkedIn dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions qui sont liées au RGPD, des questions vraiment d'ordre à la fois un peu légal et à la fois un peu technique, sachez que Caroline, vous pouvez la mandater. Moi, systématiquement, dès que, vous voyez, par exemple, pour cette vidéo, je l'ai mandatée. Dès que j'ai une question, dès que je suis pas sûr, je vais la mandater systématiquement parce que je sais qu'avec elle, la réponse est sûre, elle est fiable et que j'ai pas de questions à me poser. Du coup, premier rappel, qu'est-ce que le suivi avancé des conversions pour les prospects ? Donc, d'après Google, le suivi avancé des conversions pour les prospects utilise les données first party, donc des données first party, c'est-à-dire des données qui vous appartiennent, que les utilisateurs fournissent sur votre site web pour mesurer les ventes et les transactions effectuées en dehors de celui-ci. En résumé, le suivi avancé des prospects, c'est un moyen pour Google Ads de faire le matching entre un prospect et un prospect devenu client par la suite, lors de l'envoi d'une conversion hors ligne. La finalité de tout ça étant évidemment d'évaluer précisément le retour sur investissement des campagnes et de les optimiser pour ce qui compte vraiment, c'est-à-dire les clients et le chiffre d'affaires, plutôt que le prospect tout court. Donc globalement, je vous ai fait un petit schéma. Comment ça fonctionne ? Donc un utilisateur clique sur une publicité, il arrive sur une page de destination de l'entreprise où il va pouvoir soumettre un formulaire. Admettons, vous vendez des spas haut de gamme et du coup, évidemment, ce que vous voulez, c'est que les gens viennent sur votre site, regardent les spas et ensuite vous contactent pour avoir contact avec un commercial ou avoir une brochure ou alors obtenir un devis. Et donc, si l'utilisateur envoie une demande, envoie un formulaire, ça va générer ce qu'on appelle une conversion qui va être envoyée à Google Ads. Le contenu du formulaire envoyé va créer un prospect dans un CRM ou une émulation CRM. Ce prospect dans cette émulation ou ce CRM va contenir l'identification Google Ads du prospect. Ensuite, le prospect va être appelé par un commercial, il va être qualifié ou alors il va devenir client. Une fois que ça c'est arrivé, alors on va vouloir envoyer une conversion hors ligne vers Google Ads et cette conversion hors ligne va matérialiser le fait que ce clic publicitaire a donné un prospect et la conversion offline, elle, va matérialiser que ce prospect est devenu client plus tard dans le temps. Et puis, non seulement il est devenu client, mais en plus, il y a un chiffre d'affaires qu'on va pouvoir renvoyer à la plateforme publicitaire. Et puis, globalement, ensuite, comment ça se passe ? Google Ads reçoit la conversion hors ligne et il va faire l'association, il va faire matcher la conversion envoi d'un formulaire. Ici, quelqu'un devient un prospect, avec le fait que cette personne-là soit devenue cliente, et donc cette association, ce matching, se fait avec un système d'identification par Google. Alors, ça, c'est la manière dont ça fonctionne dans les grandes lignes. Maintenant, de manière un peu plus spécifique, c'est pas nouveau. La liaison avec un CRM, le fait d'envoyer des signaux hors ligne à Google pour dire ce prospect est devenu client, c'est pas des choses qui sont nouvelles, c'est des choses qui existent déjà depuis un moment. Et on faisait ça avec un truc qui s'appelle le gclid. Donc le gclid, c'est un paramètre d'URL. Dès que vous cliquez sur une annonce Google Ads, vous arrivez sur une page et vous voyez dans l'URL qu'il y a un paramètre qui s'appelle gclid égal et puis toute une suite de paramètres ensuite derrière. Jusqu'à il y a quelques temps, on utilisait ce gclid, on devait le récupérer et c'était ça la clé d'identification entre le prospect qui a renvoyé un formulaire et le prospect qui était devenu client. La clé d'association entre ces deux actions de conversion, c'était justement le gclid. Donc ici, je vous ai mis un bout de slide qui est tiré de notre formation Liaison, Émulation, CRM. Pour l'instant, pas encore disponible à la vente en stand-alone, elle le sera début 2024. Pour l'instant, c'est uniquement possible d'obtenir cette formation dans l'abonnement intégral qui vous donne accès à toutes les formations en illimité. Donc, un utilisateur clique sur la publicité, il arrive sur une page de destination dont l'URL a un paramètre de click ID. Donc on voit bien ici mon site.com, point d'interrogation, gclid égal, et puis là il y a toute une série de chiffres et de lettres. Donc c'est notre fameux gclid.
Le gclid est récupéré et mis en mémoire, donc soit dans un cookie, soit dans un storage navigateur. On fait ça avec GTM. Si l'utilisateur envoie le formulaire de contact, le click ID est injecté dans le champ caché du formulaire avant l'envoi, on fait ça par GTM aussi. Ensuite, le contenu du formulaire envoyé crée un prospect dans le CRM, et dans la fiche du prospect dans le CRM, on a récupéré le gclid, le click ID, et ça fait partie de cette fiche, d'accord ? Ensuite, le prospect est appelé par un commercial, il va être qualifié ou devenir client, son statut va changer au niveau du CRM, et le changement de statut dans le CRM, ou dans l'émulation CRM, fait que on va envoyer une conversion hors ligne vers la plateforme publicitaire, ici en l'occurrence Google Ads, mais c'est la même chose pour Meta, c'est la même chose pour, de manière générale, la plupart des plateformes publicitaires. Et ensuite, la plateforme publicitaire va associer le clic d'origine grâce au gclid, grâce au click ID, à la conversion hors ligne. Donc ça, c'est des choses qui existent et qui sont possibles depuis bien longtemps. C'est pas nouveau d'envoyer des conversions hors ligne dans Google Ads ou même dans une plateforme publicitaire de manière générale. Maintenant, il y a un truc qui a changé, c'est que on a les navigateurs qui sont en lutte permanente pour la vie privée. Je pense notamment à Safari, qui est leader dans ce domaine-là, avec sa technologie ITP, intelligente tracking prévention, qui va poser des problèmes dès lors qu'il s'agit de faire de la mesure du marketing. On a aussi quelques problèmes avec les adblocks, les réglementations, mais globalement, le gclid s'est fragilisé ces dernières années, et de plus en plus on se rend compte que la clé de liaison gclid dans un contexte de liaison CRM, c'est un peu trop fragile et on va plus réussir à obtenir un matching vraiment important. C'est-à-dire que potentiellement, si on se base uniquement sur le gclid pour associer un prospect avec le fait qu'il devienne client plus tard, on peut avoir un taux de matching qui serait entre 60 et 80%, on va dire. Du coup, puisque ce gclid est fragilisé, puisqu'on a un taux de matching qui est nettement inférieur désormais, les plateformes, dont Google Ads, ont dû s'adapter et transitionnent de plus en plus vers un suivi des données first party plutôt que sur des cookies ou des paramètres d'URL. De là naît le suivi avancé des conversions pour les prospects. Donc du coup, on va revoir maintenant comment ça fonctionne. Toujours pareil, un utilisateur clique sur une publicité, il arrive sur une page de destination dont l'URL a ou non un paramètre de click ID. Dans le fond, on s'en fout, c'est plus obligatoire. Si l'utilisateur envoie un formulaire de contact, la conversion est envoyée avec les coordonnées du contact haché. C'est ce qu'on appelle le suivi avancé des conversions pour les prospects, c'est-à-dire qu'on va envoyer à Google l'email et le téléphone de la personne, et c'est cet email et ou ce téléphone qui va faire clé de matching. On n'a plus besoin du gclid, qui de toute façon est fragile, qui de toute façon est supprimé dans pas mal de cas. Donc du coup, on se base sur une autre clé de matching qui, elle, va être beaucoup plus persistante, évidemment, puisque la personne qui remplit un formulaire, elle est obligée de nous donner son email, et donc cet email est fiable, et on aura un taux de matching grâce à l'email, généralement aux alentours de 100%. Donc le contenu du formulaire envoyé crée un prospect dans le CRM, il contient un email ou un numéro de téléphone, le prospect est qualifié, il devient client, ça change le statut dans le CRM, ça c'est comme tout à l'heure. Le changement de statut déclenche l'envoi d'une conversion hors ligne vers la plateforme publicitaire, et enfin la plateforme associe l'email ou le téléphone à la conversion hors ligne. Donc finalement, notre principe de base est toujours le même. Jusqu'à présent, on a beaucoup fait ça avec le click ID. Les nouvelles réglementations, les navigateurs, les adblocks nous posent des problèmes. Du coup, on s'adapte, et maintenant, plutôt que d'utiliser ce fameux click ID, on va plutôt utiliser un email ou un téléphone. Donc voilà qu'est-ce que c'est globalement le suivi avancé des conversions pour les prospects. C'est simplement comment on fait pour que, au-delà du prospect, on puisse mesurer le prospect qui devient client, et quelle est la clé de matching entre ces deux conversions-là. On utilise l'email ou le téléphone, qui sont des données, ce qu'on appelle first party, qui sont des données a priori extrêmement fiables, qui sont des données qui sont obligatoirement données par l'utilisateur quand il remplit le formulaire, et donc on aura un taux de matching qui sera aux alentours de 100%, là où avec le gclid et le click ID, encore une fois, aujourd'hui on va être nettement inférieur à ça, à cause de toutes les contraintes qui sont liées à ce paramètre d'URL qui va être supprimé dans bien des cas. Donc les questions problématiques suite à tout ça: est-ce qu'un consentement supplémentaire est nécessaire pour transmettre l'email et ou le téléphone des utilisateurs à Google dans le cadre du suivi avancé des conversions?
Dans le cas où l'utilisateur refuse le consentement, est-ce qu'on peut quand même envoyer l'email ou le téléphone ou est-ce qu'on doit s'abstenir? Et est-ce que l'envoi de la conversion hors ligne avec le matching email ou téléphone nécessite un consentement spécifique supplémentaire? Voilà, donc ça c'est vraiment les grandes questions auxquelles on va répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà un premier point sur le principe de minimisation, donc ça c'est quelque chose qui fait partie du RGPD, qui fait partie de la LPD, qui fait partie de manière générale de toutes les réglementations liées à la vie privée. Donc, ne prendre que le nécessaire. On peut théoriquement envoyer à Google l'email et ou le téléphone, mais on peut aussi envoyer d'autres coordonnées telles que le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville, le pays. Tout a été prévu par Google pour que vous puissiez envoyer ces données-là. Et évidemment, Google va vous dire que plus vous envoyez de données, et mieux c'est pour le matching de vos conversions, mieux c'est pour eux en vérité, mais peu importe. C'est une possibilité. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'envoyer toutes ces informations à Google ou est-ce que, finalement, ce qui nous intéresse uniquement, c'est le matching entre l'envoi du formulaire et le fait qu'un prospect devienne client, et finalement, la clé de matching, c'est l'email ou le téléphone. Du coup, est-ce qu'on a besoin d'envoyer ces choses-là ? Pour répondre à ces questions, intéressons-nous à la finalité du traitement des données collectées. L'objectif, c'est de mesurer les ventes en dehors du site web, c'est-à-dire la mesure des conversions. Et dans ce contexte spécifique, d'après mon interprétation, on a seulement besoin d'envoyer l'email ou le téléphone et pas d'autres informations personnelles. Donc déjà, par principe de minimisation, la seule chose que vous devriez envoyer à Google dans le contexte d'un suivi des conversions avancées pour les prospects, c'est l'email et ou le téléphone. Ensuite, deuxième point, est-ce qu'il y a besoin d'un consentement supplémentaire pour le suivi avancé des conversions? Alors, déjà, le premier consentement à demander à l'utilisateur par l'intermédiaire de la CMP, c'est-à-dire la petite bannière cookie, ça concerne l'utilisation des cookies et l'acceptation par l'utilisateur qu'on va déposer des cookies dans son navigateur. Dans un contexte Google Ads, le dépôt des cookies va permettre de diffuser et afficher des publicités, personnaliser les publicités en fonction des paramètres choisis par la personne dans les paramètres publicitaires par rapport à son compte Google. Le cookie va aussi permettre de limiter le nombre de fois qu'une publicité est affichée à un utilisateur. Le cookie va être utilisé aussi pour désactiver les publicités que vous avez choisi de ne pas voir, c'est-à-dire si vous allez sur Google ou sur un site tiers, vous dites cette publicité elle ne m'intéresse pas, ça va être enregistré dans vos préférences et ça passe par l'intermédiaire du cookie. Et enfin, dernier point, et c'est vraiment celui qui nous intéresse dans le cas présent, c'est la mesure de l'efficacité des publicités. Donc évidemment, ces éléments-là, ça doit être indiqué dans votre politique de vie privée. Pourquoi? Parce que la politique de vie privée, elle vise à être transparente sur quelles sont les données collectées, à quelle fin, comment on les utilise, combien de temps on les conserve. Et donc, ces éléments-là, la raison du dépôt de cookies, devrait figurer, parmi évidemment d'autres éléments, dans votre politique de vie privée. Ensuite, acceptation des cookies versus suivi avancé des prospects. Alors en théorie, puisque la finalité du dépôt de cookies Google Ads est entre autres de mesurer l'efficacité de la publicité, donc là on parle bien de suivi des conversions, il n'y a pas de consentement supplémentaire à demander pour mesurer l'envoi du formulaire. Si vous faites venir des personnes sur votre site web, que l'objectif de vos campagnes c'est de faire venir ces personnes pour qu'elles remplissent des formulaires, qu'elles deviennent des contacts commerciaux pour votre entreprise, le fait que la personne accepte les cookies, ça vous permet de pouvoir mesurer l'envoi du formulaire, ce qu'on appelle une conversion, sans que vous n'ayez à demander de consentement supplémentaire. Mais ça, c'est vrai dans un contexte qui n'est pas celui du suivi avancé des prospects. Pourquoi? Parce que le suivi avancé des prospects ne se base pas uniquement sur le cookie, mais par la transmission à Google d'un email et ou d'un numéro de téléphone, qui sont des données personnelles non couvertes par le consentement lié au cookie. Nous avons donc besoin d'un consentement additionnel. Ça, c'est hyper important. Donc le consentement spécifique lié au suivi avancé des prospects. Donc vos formulaires devront comporter les deux cases à cocher suivantes. La première, celle-là, elle n'a rien à voir avec le suivi avancé des prospects, c'est la case qui est obligatoire sous l'ensemble de tous les formulaires, c'est-à-dire que j'accepte que mes données personnelles soient connectées par X, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, dans le but de me recontacter afin de, et puis là, ça peut être répondre à ma demande ou me proposer des offres ou des solutions, blablabla. Ça, c'est une case qui va être obligatoire pour valider le formulaire, d'accord? Ça, c'est vraiment la case dans tous les cas, peu importe qui est cookie, pas cookie, suivi avancé des conversions, etc., peu importe, dans tous les cas, pour le RGPD, vous êtes obligé d'ajouter cette case à tous vos formulaires. Ça, c'est une obligation. Et ensuite,
Et là, on arrive dans le cas très spécifique du suivi avancé des conversions pour les prospects. On va demander un deuxième consentement. Alors cette fois, ici, on était dans une case qui était à cocher obligatoirement. Tant que la personne n'a pas coché, on n'envoie pas le formulaire. Ici, la case est facultative. Donc, je m'oppose ou alors j'accepte que mes données personnelles soient utilisées par l'entreprise à des fins de statistiques internes sur l'origine de mes actions en lien avec les publicités. Ça, c'est le consentement spécifique que vous devez obtenir de la part des utilisateurs pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité de suivi avancé des prospects. Donc, à noter que le consentement spécifique lié au suivi avancé pour les prospects va être différent selon que vous soyez dans un contexte B2C, c'est-à-dire si vous vous adressez à des particuliers. Là, à ce moment-là, l'opt-in est obligatoire. L'utilisateur devra cocher la case pour que vous puissiez transmettre son email ou son téléphone à Google. Si, par contre, vous êtes dans un contexte B2B, c'est-à-dire que vous vous adressez à des entreprises, l'opt-out est OK. C'est-à-dire que par défaut, vous pouvez tout envoyer et seulement si l'utilisateur qui remplit le formulaire dit qu'il ne veut pas qu'on transmette son email et son téléphone à Google, alors à ce moment-là, vous n'envoyez rien. Donc, globalement, à quoi doivent ressembler les formulaires? Donc là, on est sur un B2B. Ici, globalement, si l'utilisateur ne coche pas cette case, on peut transmettre l'email et le téléphone à Google. Si par contre il coche qui s'oppose à ce que les données soient transférées, alors à ce moment-là, c'est non. On ne récupère pas l'email et le téléphone. Dans le cas du B2C, c'est-à-dire si vous vous adressez à des particuliers, là, on est obligé d'avoir un opt-in. Donc il faudra que cette case soit cochée, et si elle n'est pas cochée, alors à ce moment-là, ce ne sera pas possible de récupérer l'email et le téléphone pour les envoyer à Google. Notez que ici, la première case à cocher, elle est obligatoire, d'accord? C'est pour ça qu'on a la petite étoile des deux côtés. Ça, c'est vraiment la base. Si ça, c'est pas coché, le formulaire ne devrait pas pouvoir être envoyé. Et en ce qui concerne les statistiques, là, on est sur un champ qui est facultatif. C'est-à-dire que ici, dans un contexte B2B, si la personne ne coche pas, on peut récupérer l'email et le téléphone et transmettre à Google, c'est OK. Par contre, dans un contexte de particulier, si la personne ne coche pas, alors à ce moment-là, on ne devra pas envoyer l'email et le téléphone. Donc du coup, je vous ai fait un petit schéma pour essayer de résumer tout ça. Est-ce que l'utilisateur a accepté les cookies? Donc si il a refusé les cookies, il n'y a pas de suivi de conversion, il n'y a pas d'envoi d'email et ou de téléphone à Google. D'accord? Donc là, c'est très simple. Si l'utilisateur a refusé le consentement initial au niveau de la CMP, il n'y a pas de question à se poser, on ne traque pas la conversion et on ne récupère pas l'email et le téléphone, qu'on soit dans un contexte B2B ou B2C, d'accord? C'est tout pareil. Par contre, si l'utilisateur a accepté les cookies et si il a consenti aux statistiques, alors on va traquer la conversion plus on va envoyer l'email et le téléphone à Google. Par contre, s'il a accepté les cookies mais qu'il n'a pas coché la case pour dire qu'il était OK sur la partie statistique, alors on va traquer la conversion uniquement, parce que ça, on est couvert par le cookie, d'accord? Par contre, on n'enverra pas l'email et le téléphone parce que l'utilisateur n'a pas consenti aux statistiques, à notre deuxième consentement spécifique au fait de récolter son email et son téléphone et d'envoyer ça à Google dans un contexte de suivi avancé des prospects. Ensuite, et ça faisait partie de la question originale qui m'a été posée, qu'est-ce qu'il en est du consent mode dans tout ça? Donc déjà, peut-être un tout petit rappel sur le consent mode. Le consent mode, c'est un outil Google qui permet, dans un contexte Google Ads, de mesurer des conversions de manière anonyme, sans dépôt de cookies et sans rattacher l'action de conversion à un utilisateur spécifique. Donc effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'utilisateur refuse le dépôt des cookies et le consentement lié aux cookies, grâce au consent mode, on va avoir la possibilité de traquer l'envoi du formulaire, mais ce sera fait de manière anonyme. En fait, le problème, c'est que quand on mesure l'envoi d'un formulaire de manière traditionnelle avec Google Ads, on mesure à la fois l'action et on rattache cette action à un utilisateur spécifique qui va être identifié par le biais d'un cookie. Si la personne refuse le cookie, normalement, on ne traque rien. Ou alors, on a la possibilité de traquer de manière anonyme, c'est-à-dire on traque l'action, mais l'action n'est pas rattachée à cet utilisateur. Donc du coup, c'est anonyme, donc du coup, on respecte le choix de consentement de l'utilisateur, on ne l'a pas traqué lui, par contre, on a traqué l'action, et ça, c'est OK, puisque c'est anonyme. Notez cependant que la CNIL ne s'est pas prononcée pour ou contre la validité du consent mode d'un point de vue RGPD. Okay, ça, c'est un point qui est important.
Quoi qu'il en soit, si la personne refuse le consentement et que vous traquez anonymement l'envoi du formulaire comme une conversion, il va de soi que vous ne devez pas envoyer l'email ou le téléphone à Google. On va donc compléter le schéma précédent. Donc le schéma ici, il n'y a rien qui change, sauf le cas présent ici, au cas où l'utilisateur refuse les cookies, le consentement lié aux cookies. Alors à ce moment-là, on fait un suivi des conversions anonymes par le consent mode, c'est-à-dire l'envoi du formulaire, sans envoyer l'email et le téléphone. Okay. Et puis, il y avait une autre question. Donc là, pour l'instant, on a vu le premier cas. Si je me remets sur le schéma ici, on a vu ce qu'il en est du consentement ici. D'accord ? Si je me remets sur le cas un peu plus spécifique, là, on utilise le suivi avancé des conversions. On a vu que pour utiliser ça, on avait un consentement additionnel à donner. Maintenant, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'il en est ici de toute la suite ? Est-ce que quand un prospect devient client, on doit demander un consentement supplémentaire pour réutiliser son email, la renvoyer dans Google et faire le matching entre sa demande de prospect initial et le fait qu'il est devenu client ? Est-ce qu'à ce moment-là, on a besoin d'un consentement supplémentaire ? Donc, la finalité d'envoyer une conversion hors ligne est de faire des statistiques sur les clients. Il s'agit d'un intérêt légitime pour l'entreprise pour laquelle l'utilisateur n'a pas à donner de nouveau son consentement. Et de toute manière, il l'a déjà donné au départ sur la partie statistique, c'est-à-dire la deuxième case à cocher du formulaire. En fait, cette deuxième case à cocher, elle prend en compte, elle nous couvre à la fois sur le fait qu'on récupère les données, qu'on les transmette à Google, et aussi sur le fait que derrière, on va utiliser ces données à des fins statistiques pour renvoyer à Google l'information que cette personne est devenue cliente, qu'elle a généré tant de chiffre d'affaires et pouvoir optimiser du coup nos campagnes marketing. Donc la réponse, c'est non. Le seul consentement supplémentaire dont on a besoin pour utiliser la fonctionnalité, c'est simplement au niveau du formulaire de demander le consentement, opt-in ou opt-out selon le cas B2B ou B2C, mais vous devez avoir ce consentement-là, et ce consentement vous couvre pour toute la suite de la chaîne. Il y avait une dernière question, celle-là elle ne m'a pas été posée, mais ça me paraît intéressant de pouvoir la proposer. Est-ce que l'email ou le téléphone doivent être envoyés en clair ou hachés en amont ? Alors effectivement, dans notre formation liaison émulation CRM, la méthode que je vous enseigne, c'est de hacher l'email et le téléphone avant d'envoyer ça à Google. Il faut comprendre que, a priori, ce n'est pas une obligation, parce que Google, quand il reçoit l'email et le téléphone que vous l'envoyez en clair, il va hacher ces deux données personnelles avant de les traiter. Et du coup, le fait que Google fait partie des entreprises validées dans le nouveau Data Privacy Framework du mois de juillet 2023, fait que c'est OK d'envoyer des données non encryptées à Google, parce que justement il fait partie du Data Privacy Framework, qui fait partie d'un pays, les États-Unis, jugé comme offrant un niveau de sécurité adéquat d'un point de vue RGPD, ce qui n'était pas le cas avant le Data Privacy Framework de juillet 2023, et c'est pour ça qu'on devait systématiquement proxifier, anonymiser les données pour les envoyer aux États-Unis. Donc on n'a plus à s'emmerder avec ça depuis ce nouveau Data Privacy Framework de juillet 2023. Et donc, en théorie, on pourrait envoyer l'email et le téléphone en clair à Google et accepter le fait que, de toute façon, ça va être haché de son côté, mais que c'est pas trop grave si nous, on ne l'encrypte pas avant que ça sorte de l'Europe. Cela étant, c'est une bonne pratique de hacher avant l'envoi, d'autant qu'ainsi, la clé de cryptage est de notre côté et non côté Google, c'est une sécurité supplémentaire. Est-ce que c'est obligatoire ? Non, comme on vient de le dire, mais ça me paraît être une bonne pratique de pouvoir faire ça. Et qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, de nouveau, on retombe dans un cas de figure où il faudra anonymiser les données avant de les envoyer aux États-Unis ? Ça m'étonnerait que ça arrive, même si des activistes tels que Max Schrems sont sur le coup. Je doute sincèrement que ça arrive pour des raisons politiques. À mon avis, cet accord, il est plus politique qu'autre chose. Mais c'est un autre débat et c'est une autre question. Et du coup, si éventuellement on avait ce problème et que de nouveau il fallait anonymiser toutes les données avant de les envoyer aux États-Unis, si vous hachez avant, ça prend vraiment pas beaucoup de temps de faire ça avant de notre côté, bah du coup vous serez en règle quoi qu'il en soit. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère avoir éclairci justement vraiment toutes ces questions à qu'est-ce qu'il en est de l'utilisation de cette fonctionnalité de suivi avancé des conversions Google Ads pour les prospects, dans un contexte de RGPD, de consentement. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.